Place à la politique et aux 4V, Gilles Bornstein, vous recevez ce matin Maud Bréjon, porte-parole du gouvernement. Bonjour à tous les deux. Bonjour à tous, bonjour Maud Bréjon. La feuille de route énergétique de la France doit être annoncée par le Premier ministre demain. Si j'ai bien compris, c'est le nucléaire, ça continue à fond. Le renouvelable, pas de moratoire, mais enfin pas de relance non plus. Je précise que je parle à une ingénieure nucléaire au civil. Notre cap, il est extrêmement clair, il est constant depuis plusieurs années. On s'appuie tant sur les énergies renouvelables que sur l'énergie nucléaire, pour une raison simple. Il y a 60% de l'énergie fossile que vous consommez, que je consomme, que nous consommons en France, qui provient du fossile importé, donc du gaz, du pétrole. C'est l'équivalent de 60 milliards d'euros par an d'import, donc on voit que c'est considérable, qu'il y a des enjeux de souveraineté, d'indépendance, qu'il y a des enjeux de pouvoir d'achat aussi, parce que de l'électricité décarbonée que vous produisez en France, vous en maîtrisez davantage les coûts. Et donc, pour reprendre les mots du Premier ministre, l'urgence, c'est l'indépendance, et l'indépendance, c'est l'énergie. Si on comprend que sur le terrain, sur le renouvelable, il ne va pas se passer grand-chose. Est-ce qu'on va installer de nouvelles capacités de renouvelables ? Oui. Et nous avons été extrêmement clairs. Il y a un développement ambitieux pour l'ensemble des filières, pour le solaire, pour l'éolien terrestre, pour l'éolien offshore. Terrestres. Il y aura de nouvelles éoliennes terrestres. Y compris pour l'éolien terrestre, parce que nous en avons besoin. Le Premier ministre j'ai lu que les anciennes éoliennes allaient être réélectrifiées, mais enfin, je n'ai pas vu trace de nouvelles éoliennes. Il y aura de nouvelles éoliennes. Il y aura et l'un et l'autre. La priorité sera donnée au changement des unités de production électrique pour une raison que chacun peut comprendre. Les premiers parcs qui datent de 2001. Tout à fait. Et donc, on voit que les technologies ont évolué. Le sujet, c'est pas le nombre de mâts qu'on a en tout et pour tout en France. Le sujet, c'est la capacité, c'est la puissance installée. Et donc, cette puissance installée en éolienne terrestre va augmenter. Et cette puissance installée va augmenter, de même que la part du photovoltaïque, que la part de l'éolien offshore, que la part du nucléaire va augmenter. Encore une fois, nous, on n'est pas dogmatique. La part, ça fait, à la fin, ça fait 100%. On n'est pas dogmatique sur la question. On dit une chose simple. On dit en 2030, on doit arriver à 60% d'énergie décarbonée. Et on doit progressivement sortir des énergies fossiles. Vous vous rappelez le discours de Belfort, peut-être, du président de la République. Suite à ça, on a fait voter deux lois. Une loi pour accélérer la construction de nouveaux réacteurs nucléaires, avec 6 nouveaux réacteurs. Une loi pour accélérer la construction de capacités d'énergie renouvelable. Et contrairement à ce que je peux entendre sur les bancs du Rassemblement national ou sur les bancs de l'extrême gauche, nous, on n'oppose pas les énergies décarbonées entre elles. Parce qu'on estime que si on veut sortir du gaz russe, du gaz algérien de M. Tebboune, du GNL américain de M. Trump, on n'a pas le luxe de choisir entre les énergies renouvelables et l'énergie nucléaire. La nomination d'Amélie de Montchalin à la présidence de la Cour des comptes passe mal. La charte de déontologie des juridictions financières impose neutralité et impartialité. C'est M. Corbière qui le dit. Du fait de ses fonctions actuelles, Amélie de Montchalin ne répond à aucune de ses exigences. De fait, Amélie de Montchalin, présidente de la Cour des comptes, va devoir juger, commenter le budget d'Amélie de Montchalin, ministre du Budget. Y a-t-il impartialité ? Oui, et pour comprendre ça, il faut se pencher sur le fonctionnement de la Cour des comptes. Le fonctionnement de la Cour des comptes, il est profondément collégial. Amélie de Montchalin, elle sera première présidente, elle sera entourée de 8 présidents de chambre, et donc c'est une assemblée qui délibère, qui permet la confrontation de points de vue. Le fonctionnement... Alors quand il y a besoin de collégialité pour s'assurer de l'impartialité de la présidente, c'est quand même pas bon signe. Le fonctionnement de la Cour des comptes, il ne date pas d'hier, est intrinsèquement indépendant, intrinsèquement impartial et intrinsèquement collégial. C'est pas la première fois, vous savez, qu'un président de la République nomme un de ses ministres pour accéder à la Cour des comptes. Nicolas Sarkozy avait nommé un opposant, Didier Migaud. Et François Mitterrand avait nommé Pierre Jox, qui en 4 jours était passé du ministère de la Défense à la Cour des comptes. Mais ça n'avait pas posé de sujet d'indépendance. Et puis ensuite, je crois qu'on a vu qui était Amélie de Montchalin lors des débats budgétaires. On a vu qu'Amélie de Montchalin... C'est pas du tout sa personne qui est en cause. Non, mais tout de même, je voudrais le dire ici, on a vu qu'Amélie de Montchalin, elle avait le sens de l'État et pas le sens des partis politiques. Personne ne remet ça en cause. Richard Ferrand au Conseil constitutionnel, Amélie de Montchalin à la Cour des comptes. Ce sont 2 postes qui demandent théoriquement une impartialité totale. Force est de constater que le président de la République nomme des militants de la première heure du macronisme. Il nomme des femmes et des hommes compétents. Amélie de Montchalin est, et vous le savez, profondément compétente. Elle l'a amplement démontré. Par ailleurs, je le redis, la Cour des comptes a un fonctionnement collégial qui
la prémunit de ces accusations en partialité, précisément. Actualité parlementaire, est-ce que vous confirmez que la réforme de l'audiovisuel public est enterrée? Des sources hier au sein de l'exécutif nous l'ont affirmé. Alors, je ne vous le confirme pas ce matin. Ce que je peux vous dire en revanche, c'est qu'il y a des consultations, des discussions qui sont menées par le Premier ministre, qui a reçu les présidents des groupes de l'Assemblée nationale, de Renaissance, des Républicains, du MoDem et d'Horizon avec la présidente de l'Assemblée nationale hier. Il fera la même chose avec les présidents de groupe du Sénat lundi. Et donc, c'est avec eux qu'on va dessiner la feuille de route parlementaire qui nous mènera à l'été. Donc il n'est pas exclu que cette réforme soit quand même au menu avant la fin de la session? Ce n'est pas exclu, ça va être discuté encore une fois avec les présidents de groupe. Ce que je peux vous dire en revanche sur ce que l'on va faire d'ici à l'été, ce qui intéresse les gens, c'est ce qu'a annoncé le Premier ministre lors de son interview à la presse quotidienne régionale dimanche. Une priorité qui est donnée à la question du réarmement militaire et donc l'actualisation de la loi de programmation militaire, priorité donnée à l'énergie, on en a parlé, priorité donnée à l'agriculture avec une loi qui arrivera agricole et qui sera présentée dans les semaines à venir au Parlement. Il y a les débats qui peuvent attendre 2027 et puis il y a les urgences des Français, de la vie quotidienne des Français, voilà. Et donc c'est à ça qu'on veut s'atteler. Si je décrypte, la réforme de l'audiovisuel, ça peut attendre 2027 et il y a des choses, c'est pas ce que vous avez dit, c'est ce que je dis moi. Justement, vous avez parlé de loi d'urgence agricole, le Premier ministre a exclu que la loi Duplon, qui permet la réintroduction d'un certain nombre de pesticides, a exclu que cette réintroduction soit dans la loi, mais il y a une PPL sur la loi Duplon. Le gouvernement la soutiendra-t-il ou pas? Nous, on dit une chose très simple. D'abord, nous n'avons aujourd'hui pas de certitude quant à la constitutionnalité de cette proposition de loi. Je le dis, le président Larcher a saisi le Conseil d'État pour éclaircir ce point, qui n'est pas un détail. La question de l'acétamipride et de la réintroduction de l'acétamipride est un enjeu que l'on entend pour les agriculteurs. Mais on ne peut pas faire comme si une pétition n'avait pas réuni 2 millions de signataires. Il faut aussi entendre l'inquiétude de ces Français qui nous ont alertés. Vous savez qu'il y aura un débat aujourd'hui même à l'Assemblée nationale. Ce qu'on dit en revanche pour les agriculteurs, c'est que les urgences, selon nous, c'est la renégociation de la PAC, parce que là, c'est les revenus des agriculteurs. C'est la question de l'eau, et c'est sur quoi on va avancer dans la loi qui sera proposée dans les semaines à venir. Pour le reste, il faut aussi entendre quand 2 millions de citoyens signent une pétition. D'accord. C'est là pour le coup, ça veut dire clairement que le gouvernement ne soutiendra pas cette PPL. C'est des messages que l'on doit entendre. On va d'abord attendre de voir l'avis du Conseil d'État. C'est assez clair. Que se passe-t-il le 11 février ? Eh bien, le 11 février, c'est l'anniversaire à la fois de Maya Loquet et de Maud Bréjon. Donc, je vous souhaite à toutes les deux un très bon anniversaire et je vous souhaite à tous une bonne journée. Merci. Bon anniversaire, Maud Bréjon. Et merci Fabrice Pelot pour la traduction en langue des signes de cette interview.